Voilà, je m'appelle François Gramusset et j'habite à Grenoble, où je suis arrivé il y a déjà fort longtemps comme professeur de littérature hispano-américaine. Très bien. Je venais de Caen, où j'avais commencé comme maître de conférence dans la même spécialité. Alors ma thèse, c'est vieux, c'est vieux. Le titre de ma thèse, c'est l'événement de la lecture. Et il y a deux points à la fin de l'événement de la lecture. Crónica de una muerte anunciada, Pedro Páramo, point. En quelle année l'as-tu soutenu alors? Je l'ai soutenu, il me semble, c'est vieux, en 1985. Je l'ai soutenu à la Sorbonne et je médite parce que je revois la salle, assez décrépite, la salle Louis Liard. Et je l'ai préparé sous la direction de Maurice Molliot. Et il y avait au jury Maurice Molliot lui-même, bien sûr, Launay, Nadine Lee et Raoul Silva Cáceres. Je ne me souviens pas tout très bien des universités de tous. Maurice Molliot était à Paris 4. Raoul Silva Cáceres était à Paris 4. Michel Launay était sans doute à Paris 3. Et Nadine Lee, je ne me souviens plus. À À Bordeaux. Bordeaux, certainement déjà. À Bordeaux, bien sûr. Certainement, oui, oui. Et alors, cette thèse, est-ce que ça a été l'aboutissement d'un parcours traditionnel avec une licence, une maîtrise et un DEA? Ou est-ce que tu as des choses plus singulières à nous raconter? Hein, pas tout à fait traditionnel, assez traditionnel. Au sens où, pas tout à fait traditionnel parce que j'ai commencé par passer le CAPES. J'ai été nommé au lycée d'Épernay en Champagne. Et puis, au bout de quelques années, 4-5 ans, voilà, euh, j'ai voulu faire de la recherche, ou plutôt donner une forme exigeante, systématique, en quelque sorte, à la recherche que je devais faire pour mon enseignement de lycée. Et c'est-à-dire ne pas faire la recherche comme ça en marge à la sauvette, pour que mes cours soient un lieu vivant de parole, et donc une thèse. Et je suis allé voir Maurice Molliot à la Sorbonne, parce que je l'avais vu faire, je l'avais rencontré à l'occasion de l'oral de Normal Sup, et puis par la suite, j'avais entendu faire une conférence ou deux à Lyon, où j'avais été étudiant, et j'avais été ébloui par son intelligence. Et ça, la vie, la vivacité, même physique avec laquelle son intelligence s'exprimait. Donc je suis allé le voir et il m'a dit, Monsieur Gramusset, passez l'agrégation. Et je lui ai dit non, je ne me souviens pas des termes depuis, je l'ai raconté souvent, donc sans doute j'en rajoute. Mais enfin, il m'a dit passez l'agrégation et avec une insistance qui m'a paru bizarre. Et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, j'ai passé le CAPES il y a 5 ans, il n'y a pas de poste, c'est insupportable, puis c'est trop étriqué, j'en ai assez, je veux faire de la recherche et je veux aller en liberté. Il m'a dit, passer à la réaction, sans m'expliquer d'ailleurs, hein, curieusement, sans m'expliquer. Et passer à la réaction, et je lui ai dit non, 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 et non, non. Et il a insisté quand même, et encore. Et comme j'avais une admiration immense pour lui, et je me suis dit, s'il le dit, c'est qu'il a de très bonnes raisons et que je ne comprends pas. Et j'ai préparé l'agrégation. Et une fois l'agrégation préparée, je suis revenu, je dis, ça y est, c'est préparé, obtenu, je lui dis, ça y est, c'est fait, allons-y, on peut maintenant. Il m'a dit oui. Et voilà, Et alors, j'ai tu as, compris longtemps plus tard. il- J'ai il- compris longtemps plus tard pourquoi il voulait que je passe l'agrégation.
Et parce qu'à ses yeux, je ne pourrais avoir un poste en fac sans agrégation. Bien sûr. Et alors là, tu t'es lancé dans une maîtrise et un DEA? Ou... Donc, la maîtrise, je l'avais déjà faite. Alors, tu l'avais faite sur quoi, cette maîtrise? Ben justement, si je repense aux gens qui ont compté dans mon travail de thèse et mes travaux de recherche en général, hein, il y a la directrice de mon mémoire de maîtrise, que j'avais faite bien avant, CAPES, hein, et, enfin bien avant, non, pas quelques temps avant, bon, qui était Anne-Marie Viraud. Et je suis allé voir, c'est des rencontres, hein, ce sont des rencontres. J'avais eu Anne-Marie Viraud comme professeure, je crois, de traduction, version peut-être, à Lyon. Et je suis allé la voir, j'ai dit, accepteriez-vous de diriger mon mémoire de maîtrise? Elle a eu un air très gêné, étonné, mais m'a dit, mais c'est que je ne suis que maître assistante. J'ignorais que sans doute l'un des professeurs que j'avais eu à Lyon, que j'estimais le plus pour son attention aux êtres, pour la finesse de sa culture, j'ignorais quel était son grade. Alors finalement, sous la supervision très lointaine de Simone Saillard, Anne-Marie Viraud a accepté et elle m'a apporté des livres. Parce que je lui ai dit, je voudrais faire un travail en littérature hispano-américaine. Et elle m'a apporté un livre, 2 livres, 3 livres, de toutes sortes d'auteurs hispano-américains. Et je lui ai dit, oui, ça c'est bien. Ça m'a plu. Alors, vous travaillez là-dessus? Non. Et un jour, elle m'a apporté Pedro Páramo de Juan Rulfo. Et je lui ai dit, je ne comprends pas grand-chose, mais on y va. Et le sujet était... Et donc, je lui dois énormément. Enfin, Mais ça, elle parlait de quoi, cette maîtrise? pardon. Le thème de la maîtrise, c'était quoi? Le thème du mémoire? Le sujet, c'était Pedro Páramo ou le labyrinthe de la mémoire nostalgique. Ok. Voilà. Mais ce qui m'a... ça a été déterminant puisque ça a été la racine ou le germe de ma thèse. Ce mémoire de maîtrise sur Pedro Páramo. Tu as fait un DEA? Ou comme tu avais l'agrégation? Le DEA. Alors, c'était d'autres temps. C'était d'autres temps. Et ces années-là, 70, enfin 80, c'était des années d'une liberté institutionnelle que nous envierait beaucoup, que vous nous envieriez beaucoup. Et donc, j'étais revenu voir Maurice Moulion en disant, ça y est, j'ai l'élection, est-ce que maintenant je peux faire une thèse avec vous? Et il m'a dit, mais vous faites un débat? Oui, bah oui. Alors, je dis, bon. Il m'a dit, inscrivez-vous en DEA à la Sorbonne, à Paris 4. Bon, je me suis inscrit. Je dis, mais je ne pourrais pas aller au cours, pas tous en tout cas, de temps en temps. Il m'a dit, c'est pas grave. Et au fil de l'année, il m'a donné des travaux à faire, tantôt des travaux que je choisissais moi. Il m'a dit, qu'est-ce qui vous intéresse? J'aimais beaucoup Nicolas Guillen. Donc, je lui ai dit, je voudrais bien travailler sur le rythme chez Nicolas Guillen. Bah oui, et bon, d'autant que je suis d'une famille du côté de maman et de ma grand-mère de musiciens, de violonistes. Et il m'a dit, va travailler sur la rythmique de Nicolas Guillen. Entendu. Il m'a indiqué quelques lectures et j'y suis allé. J'ai écrit 20 pages, 30 pages, je ne sais plus, voilà, que je lui ai remise. Et ensuite, il m'a dit, oui, c'est pas tout ça, mais il faudrait compléter quand même un petit peu vos connaissances. Alors, il n'a pas dû dire ça, c'était pas des connaissances pour lui, c'était pas en termes d'acquisition ou d'accumulation de capital, c'était plutôt d'ouvrir l'esprit, de donner une souplesse à l'esprit. Donc il m'a fait lire les formalistes russes, et donc je devais rédiger des comptes rendus. Voilà, j'ai fait des travaux comme ça, je suis allé de temps en temps en cours, pas très souvent, mais assister à des séminaires, ce séminaire à lui ou à d'autres, pas très souvent. Et puis à la fin, j'ai eu des notes. J'ai appris que j'avais eu des notes. Et puis que j'avais mon DEA. Ah, donc tu n'as pas fait de mémoire?
Je ne crois pas. Non, j'ai fait des, on pourrait dire des mini-mémoires au cours de l'année. D'accord, Oui, 20 pages par-ci, 30 pages par-là. d'accord, d'accord. Bon, mais Voilà. tout Il ça me semble. tout ça ne nous dit pas pourquoi tu as été porté dès le début, puisque c'était ton choix à toi vers la littérature latino-américaine. Oh, je ne crois pas que je puisse l'expliquer. D'abord l'espagnol. L'espagnol au départ, il y a toute une histoire c'est très biographique tout ça, mais autobiographique. Mhm. Mais l'espagnol, j'avais un grand-père qui était à la retraite très tôt parce qu'il était cardiaque. Et c'était un homme qui aimait étudier et apprendre. Et toutes sortes de choses, avec une grande méthode, les meilleures méthodes du monde. Et aussi bien l'astronomie que la physiologie du cœur, puisqu'il était cardiaque, tout ça, etc. Et finalement, il s'est mis à l'espagnol. Et, enfin, plusieurs langues, italien, allemand. Et finalement, quand il a trouvé l'espagnol, il a trouvé le Graal. Jusqu'à la fin de sa vie, il a fait de l'espagnol. Et donc, moi, je suis arrivé là quand j'étais adolescent, et c'est comme ça que j'ai choisi l'espagnol, je crois, pour pouvoir parler à mon grand-père une langue qui nous était propre, à nous deux seulement dans la famille. Mhm. Et voilà. Et puis l'Espagne, pour moi, c'était l'Orient. C'est curieux, hein, mais Mhm. c'est comme ça. C'était l'Orient. C'était la porte de l'Afrique, euh, d'Extrême-Orient. Non, pas d'Extrême-Orient, de l'Orient. Et alors, pourquoi l'Amérique latine? Je ne sais pas. Je crois que c'est à cause d'Anne-Marie Virou. D'accord, bah, C'est écoute, un pur hasard. Je suis allé voir Anne-Marie Virou, elle était américaniste. Elle m'a fait lire, elle m'a apporté ses bracelets. Je les vois dans ses mains, ses bras, ses bracelets de livres qu'elle me faisait lire en me disant, et ça? Et je lui disais, non, 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 c'est bien, mais non. Et donc, j'ai découvert, à l'époque, des tas de gens. Je me souviens de Quiroga, Horacio Quiroga, auquel je suis revenu par la suite. Non, je crois que c'est à cause d'Anne-Marie Virou, bon, l'Amérique latine. et- D'abord, un hasard. oui, c'est ça, la rencontre avec un enseignant, mais est-ce que c'est pas la plupart du temps comme ça? J'aurais pu lire Marquez, Garcia Marquez, par exemple, tomber sur lui. Mais non, non. Bon, alors, et ce sujet de thèse, alors on a compris l'amour que tu as pour ce texte, pour cet auteur, et pourquoi tu as pensé à ce sujet-là précisément. C'était donc d'abord Pedro Páramo. D'autant que dans l'œuvre de Juan Rulfo, on n'a pas beaucoup de choix. On n'a pas beaucoup de choix. Hein. Enfin, récemment, on a publié des lettres, des choses comme ça, mais enfin, en dehors de Pedro Páramo et de son seul et unique recueil de nouvelles, Liam Liam, à ce moment, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Hein. Mm. Mais je crois que c'est parce que ce qui se passe, ce qui est écrit dans Pedro Páramo me concernait. Ça me concernait. C'est un voyage initiatique. Hein. Le voyage d'un fils. Et ça, c'est quand même Michel Launay qui me l'a révélé. Euh, il me l'a révélé lors de la soutenance. Lui, il voyait dans ma thèse un exercice d'auto-analyse. C'était en partie vrai, mais réducteur peut-être. Peut-être. Mais après l'agrégation, alors oui, c'est ça. Lors de la confession, à la fin des épreuves d'oral d'agrégation, quand on pouvait aller voir les membres du jury, papoter avec eux, ça c'était un rite initiatique. Mm. Aller parler face à face avec chacun des membres du jury, en collègue quasiment. Enfin, ouais. Et j'étais allé voir Michel Launay à la confession de l'agrégation. Et par la suite, on s'est revus à Paris de temps en temps. Je ne dirais pas qu'on est devenus amis, mais pas loin. Et il m'a aidé à prendre conscience de cette chose-là euh, dont j'ai été conscient tardivement, qu'il y avait une dimension d'auto-analyse dans ma thèse sur Pedro Páramo, et parce que c'est le récit d'une quête, la quête d'un fils, voilà, au sujet d'un père
père énorme et absent. Alors que mon père n'était ni énorme ni absent. Mais je crois que plus profondément, bien plus profondément, Pedro Páramo, c'est un livre qui égare le lecteur. Et ça, c'est d'emblée, dès que Anne-Marie Virone me l'a fait lire, c'est ce qui m'a. J'ai le souvenir d'une brume. Je me sentais un peu minable. J'ai quand même, elle me fait lire ça. Je ne suis même pas sûr de comprendre bien en espagnol, parce que c'est l'espagnol que je ne comprends pas. Après tout, l'espagnol n'était pas ma langue maternelle, ni celle de mes parents, ni celle de mes grands-parents, enfin, ce n'était pas la langue de mon grand-père, c'est une langue qu'il avait apprise sur le tard par exercice. Donc, je dis peut-être que je ne comprends pas. Mais je me suis rendu compte quand même, à force de lecture et de relecture, que c'était fait pour. Ou tout du moins fait pour, peut-être pas pour égarer. Pas par malignité de Juan Rulfo, sûrement pas. Je crois qu'il a écrit Pedro Páramo pour survivre, pour vivre. Mais que c'était tellement nouveau en littérature, que ça ne pouvait que créer un sentiment d'égarement, oui, la nouveauté, oui. Et je crois que c'est cette résistance, ce jeu de l'attirance et de la résistance qui m'a conduit à Pedro Páramo. Et oui, la nouveauté poétique, avec sa charge de déstabilisation. Et puis, donc, ça a constitué un défi pour toi. Tu ne t'es pas attaqué à quelque chose qui ne représenterait pas une grande difficulté intellectuelle ou formelle, etc. Tu t'es attaqué à le livre que tu avais lu qui te posait le plus de difficultés. Oui, ce n'est pas un défi. Aujourd'hui, les jeunes gens ont des défis. J'ai découvert ça avec mes étudiants. Ils se posaient des défis. J'ai appris ça avec mes étudiants. Par exemple, travailler toute une nuit pour rattraper des impasses en Syrie espagnole. Ou toute une nuit, ou 2 nuits, ou 3 nuits avec du maté pour les stimuler. C'est vrai que le maté marche très bien, on n'est pas fébrile, c'est formidable. Mais non, ce n'était pas un défi. C'était un appel. Un appel, une exaltation, un mystère. Un mystère. Et puis, il y a eu, c'est ajouté, il me fallait encore, je voulais un corpus moins, pas plus large, et puis surtout, je ne voulais pas m'enfermer dans l'œuvre dont j'allais devenir le spécialiste, ça ne m'intéressait pas du tout. Du tout. Et petit à petit, comme j'ai pris conscience que, au fond, ce que je voulais faire, c'est expliciter une lecture. Comment se produit une lecture, ma lecture. Donc, effectivement, me prendre comme cobaye et lire un texte et me dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Quand tu lis, tu fais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, je voulais que ça soit transmissible, partageable. Et si on s'enferme dans une œuvre ou un auteur même, hein, je pense que, alors on se constitue un capital, hein, comme capital symbolique, capital d'érudition, capital de maîtrise, on devient le spécialiste de son jardin. Et Dieu sait que j'aime mon jardin, mais je ne suis pas spécialiste de mon jardin. Et non. Donc, j'ai ajouté un livre qui, au contraire, me paraissait transparent au premier abord. Parce qu'à force de rabâcher, hein, mais qui, lui, posait un défi. Lui, oui. C'est Crónica de una muerte anunciada. Parce qu'il faut être Marquez pour donner toutes les ficelles de roman policier, y compris le coupable, la victime, le coupable, les raisons possibles. Pas les raisons possibles. Ouais. Et
maintenir une tension, nous traîner jusqu'à la fin par les cheveux. Comment fait-il? Comment est-ce possible? Oui, il tire toutes ses cartouches au début, donc il n'y a plus rien à chasser. Et on y va. Alors, je me suis dit, ça, c'est difficile aussi, c'est intéressant, il y a un mystère aussi. Et donc, j'ai ajouté Crónica de una muerte anunciada, et en considérant que j'avais d'un côté un récit lacunaire, c'était Pedro Páramo, un récit avec des trous. Et puis, de l'autre côté, un récit, avec Crónica, un récit avec une redondance extraordinaire. Répétition, redondance. On sait tout ce qu'il faudrait savoir très rapidement, et pourtant il y a une béance. Voilà, et ça m'a fait un corpus qui me permettait de travailler sur ce que c'est que la lecture du récit lacunaire et du récit redondant. Et quelles sont tes Ça a fait le conclusions? corpus. Quelles sont tes conclusions? Je ne sais pas. Et je crois que, enfin si, je sais un petit peu, je fais semblant de ne pas savoir. Mais je crois que l'important, ce n'est pas les conclusions. Parce que précisément, c'est pour ça que je lisais, en lisant ces jours par hasard, un livre qui est tombé d'une étagère presque, hein, qui est un livre de Michel de Certeau sur l'histoire de la psychanalyse, où il parle beaucoup de la littérature et du rapport de Freud à la littérature et de la psychanalyse comme littérature. Donc, je crois que ce que cette thèse a fait, c'est qu'elle m'a permis d'enseigner. Permis d'enseigner au sens institutionnel, bien sûr, hein, d'obtenir un poste, mon premier poste, de mettre des conférences à l'université de Caen, où j'ai rejoint d'illustres prédécesseurs comme Bernard Larbor, Jean Canavaggio, qui m'y ont accueilli. Pas Jean-Pierre Etienvre qui venait d'obtenir un poste à Paris. Mais beaucoup plus important, elle m'a permis d'enseigner, c'est-à-dire de travailler et de faire travailler avec les étudiants et de les faire travailler en lecture, d'essayer de leur apprendre à lire. Et je crois que c'est surtout ça. C'est-à-dire d'élaborer. Cette thèse, elle a mis en branle une réflexion qui s'est poursuivie pendant toute ma carrière. Je dis carrière, je ne dirais pas toute ma vie, parce que depuis quelque temps, je ne m'occupe plus guère de livres, je m'occupe plus des personnes, et qui sont plus au centre de mon attention, bien que ce ne soit pas très différent. J'ai essayé de montrer aux étudiants comment le livre nous apprend à entrer en relation, la lecture. Alors, justement, je ne peux pas ne pas te poser la question. Comment est-ce que tu apprends à lire aux étudiants? Je ne leur ai jamais appris à lire au sens lisez comme ça. Ce n'est pas un acte objectif, c'est un acte subjectif. Ce n'est pas une méthode au sens où on suit des méthodes dans des laboratoires, par exemple. C'est-à-dire qu'on doit suivre, comme on dit aujourd'hui, un process. Je ne sais pas pourquoi on n'aime pas processus. Bon, maintenant, process, c'est à la mode. Mais ce n'est pas ça. C'est de l'ordre précisément de justement ce que Michel de Certeau appelait les arts de faire. Mais ce qu'on peut appeler aussi, dans un ordre plus spirituel, une initiation. C'est-à-dire que chacun trouve sa manière de lire. Mais on ne peut pas la trouver face au néant. Je crois qu'il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui a une manière de lire et qui en est en partie conscient, suffisamment conscient. On ne peut pas en être complètement conscient, mais suffisamment conscient. Et on peut chercher à former, à élaborer sa propre lecture littéraire comme celui qui est en face l'a fait pour lui-même. Et dans cette méthode, quelle place tiennent les outils, la narratologie, entre autres?
une place très importante et secondaire. C'est-à-dire que, oui, la narratologie, la rhétorique, la linguistique, l'herméneutique, d'abord l'herméneutique, d'abord les traditions d'interprétation, d'abord. Moi, c'est pas dans cet ordre-là que j'ai étudié, appris, etc. J'ai commencé par la grammaire, la linguistique, la stylistique, la rhétorique. Bon. Mais en réalité, j'ai découvert que c'était d'abord les traditions d'interprétation qui étaient importantes. Puis, toutes les, disons, les analyses formelles qui ont découlé au fond de la linguistique saussurienne et du structuralisme de Lévi-Strauss. Mais tout ça est connu. Je veux dire, Saussure, Lévi-Strauss, l'analyse structurale, etc. Ça, c'est connu. La sémiotique. En revanche, ce dont on parle assez peu, ce à quoi les hispanistes ne se sont jamais beaucoup intéressés, c'est aux herméneutiques, aux traditions d'interprétation. Et ce que j'ai découvert et ce que j'ai mis en œuvre ensuite dans mon enseignement de la lecture littéraire, c'est que le texte met en place une absence. L'absence de celui qui écrit. Et pourtant, il parle. Donc, c'est une parole qui parle en absence. Et en ce sens-là, elle est très fragile. C'est-à-dire que je peux lire une phrase et lui faire dire le contraire ou toute autre chose. Et le livre ne me sautera pas à la figure. Il ne me donnera aucune claque. Je n'aurai pas de boutons, ni de diarrhée, mon corps n'en sera pas affecté, et ma vie ça c'est une autre affaire. Donc le texte est éminemment vulnérable. C'est-à-dire qu'on pourrait dire patient aussi. Hein. Il reste après tout. Dans une certaine mesure, il reste. Dans nos climats, il reste. Ce qui ne sera peut-être pas le cas sur support informatique, mais c'est une autre affaire. Donc, je peux maltraiter le texte, lui faire dire tout autre chose. Et je peux aussi l'écouter. Mais pour être écouté, il a besoin de moi. Que je le lise, que je lui prête mon imaginaire, ma culture, mes aspirations, mes peurs, ma voix. Exactement ce qui m'est arrivé quand je suis allé voir Anne-Marie Biraud. Et je voulais être dérangé. Et Pedro Páramo, c'est idéal. C'est idéal. C'était idéal, en tout cas, pour moi, à ce moment-là. Et donc, apprendre à lire, c'est apprendre, je crois, la lecture, pour moi, la lecture littéraire, c'est une école de l'entrée en relation, un laboratoire de l'entrée en relation. Laboratoire au sens cuisine, hein. Une cuisine où l'on cuisine. Voilà, il y a tout ce qu'il faut comme instrument, comme produit, puis le temps aussi, enfin, tout ce qu'il faut apporter de la main, pas trop loin, pas trop près, etc. Et donc, on peut s'exercer à entrer en relation de parole grâce au texte. Et à la différence des personnes, on ne peut pas leur dire, si toi tu pourrais peut-être me dire, François, on recommence, refais-le-moi parce que là tu as bégayé, et non, il nous faudrait pour les archives quelque chose de plus propre. Mais avec les personnes, on ne va pas leur dire ce que tu viens de me dire, redis-le-moi, tu veux répéter une fois, deux fois? Non. J'ai toujours essayé de faire ça, mais ça marche mal, hein, de dire à la 5e fois, les gens explosent. C'est normal. C'est normal. Alors que le texte, il est disponible. Il est disponible. On peut se dire, pourquoi je suis passé à côté de cette page? Il faudrait peut-être revenir un chapitre en arrière.
ou aller un chapitre plus loin. Il est infiniment disponible. Et c'est vraiment donc un laboratoire pour apprendre à entrer en relation avec l'autre. L'autre avec vraiment peut-être un A minuscule, mais un A fort. Alors, à propos de l'autre, dans ta cuisine avec super équipé, tous les instruments qu'il te faut à portée de main, etc., quelle place a cet absent, enfin celui que tu as décrit comme l'absent, c'est-à-dire l'auteur? Il t'observe, c'est une espèce de spectre. Non, non. Non, mais je suis sorti de la religion de la littérature. Parce que je crois que la littérature, en France, hein, sans doute ailleurs aussi, hein, mais d'abord en France, je pense que c'est historiquement, historiquement c'est vraiment un phénomène. Il faudra aller voir. J'aurais aimé, s'il y avait une deuxième vie, j'irais voir en Italie, dans l'histoire de la littérature italienne. Mais je n'ai pas de deuxième vie sur cette terre et donc je me contente de l'espace qui est le mien. Et je pense que c'est vraiment très français, le fait de diriger la langue en patrimoine de la nation et même de l'État, en tout cas de tout un peuple, en patrimoine. Bon. Et puis la littérature comme corpus, comme trésor de ce patrimoine, le plus précieux de ce patrimoine. Et quelle était ta question au sujet de ma cuisine? Ma question, c'était quelle place y tient l'auteur? Oui, Et l'auteur. Et oui, je crois justement, je crois que l'auteur, j'ai écrit là-dessus d'ailleurs, c'était à propos lors du colloque auteur, hein, du congrès des hispanistes français à Brest. Magnifique congrès. Et j'avais écrit là-dessus, sur la fonction, sur l'auteur, la fonction auteur. Et il me semble qu'on a vraiment fait de l'auteur un saint du panthéon littéraire, dans la religion de la littérature. Et j'ai perdu la foi dans cette religion-là, mais non pas dans celle de la parole. Et donc l'auteur, je trouve qu'on lui a accordé beaucoup trop d'importance, parce que une importance qui est liée à notre individualisme, une figure individuelle. Voilà, là, un bonhomme, et un bonhomme qu'on surcharge imaginairement de dons, de capacités, etc., voilà, de profondeur, d'intention, de détermination sociologique, historique, culturelle, etc., dont on fait le représentant d'eux. Voilà, le représentant de son époque, de son pays, de tel groupe social, etc., etc. Alors, il est important, il est intéressant, mais pour moi, pas tant que ça. Et alors, du coup, si la littérature ne doit plus être une religion, les lecteurs des adeptes, c'est quoi, un gentil loisir? Ah, je ne dis pas qu'elle ne doit plus être une religion. En tout cas, toi, tu crois plus. Tu crois plus. Donc, qu'est-ce qu'elle est pour toi? Non, je dis que... non, c'est parce que peut-être qu'aucune société ne peut se passer de religion. Quand je dis religion, je ne parle pas des cultes, je dis des organisations. En Europe, on pense toujours le religieux sur le modèle catholique. Hein. Et bon, mais non, pour moi, il y a par exemple, le sport est une religion. Avec ces grandes célébrations dans des stades, ces reliques, enfin, etc. etc. Hein. Jols a écrit là-dessus, d'ailleurs, hein, André Jols, en Forme simple. C'est un livre que j'ai relu toute ma vie, Forme simple, c'est formidable. C'est si rare d'avoir un chercheur qui a l'humour dans ce qu'il écrit, où il est vraiment drôle, mais drôle dans sa pensée même, pas sur les marges. Hein. Il ne fait pas de l'humour quand il se repose, non, non, quand il travaille. Bon.
Mais donc, est-ce qu'on peut se passer de religion? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, l'objet, l'important à reculer. C'est-à-dire que ce n'est pas la littérature qui est urgente, c'est la parole. Et on le voit bien en ce temps de pandémie. Ce qui est en danger, c'est la parole. Là, pour illustrer, oui, ce qui m'importe le plus au monde depuis le début, enfin depuis le début de mon travail de recherche, hein, je vais raconter une chose qui m'est arrivée il y a 15 jours dans ma rue, à Grenoble. Il y a une cour intérieure de mon immeuble où j'ai un garage. Et donc, je me suis déporté un peu vers la gauche pour tourner vers la droite et rentrer par le portail dans la cour pour garer ma voiture. Et me déportant vers la gauche, j'obstruais légèrement la voie de gauche. Et il y avait une voiture derrière moi qui s'est mise à klaxonner. Et je m'apprêtais donc à tourner vers la droite pour rentrer par le grand portail dans ma cour et me garer dans mon garage. Et je vois que la voiture derrière moi tentait de me doubler à droite, par la droite, dans les 3 créneaux qu'il y avait à ma droite. Il y avait juste, et encore, je n'avais pas qu'il m'arrache mon rétroviseur. Et arrivé à ma hauteur, l'automobiliste s'est arrêté, a stoppé. Je l'ai regardé, il a baissé sa vitre. Et l'ayant baissé, la mienne était montée, fermée, il a craché sur ma vitre. Et j'ai vu son visage qui était raviné. Des rides profondes. Il n'était pas rasé depuis 1 ou 2 jours. Il avait des rides profondes. Je n'ai pas vu grand-chose. Il est reparti. J'étais bouleversé. Et autour de cet événement, j'ai fait un peu de travail de mémoire et j'ai pu relier à cet événement plein de choses qui me sont arrivées depuis 1 an ou 2. C'est-à-dire une violence liée à une souffrance. Je crois que c'est un lieu commun maintenant. Et je me dis, la parole est vraiment en danger, en crise. Donc, il est urgent de s'occuper de la parole. Alors, l'écriture, oui, mais l'écriture vient l'écriture, enfin le texte, la littérature, sont merveilleux. C'est une richesse inouïe. Mais pour cela, il faut être un sujet parlant. Et donc, la parole, elle est en deçà. L'urgence de la parole est bien plus grande que celle même de la subjectivation, de l'édification d'un sujet singulier qui se fait dans le processus de la lecture littéraire. C'est ce qui fait d'ailleurs que, étant sorti de la religion de la littérature, les dernières années de ma carrière de professeur à Grenoble, j'ai changé complètement, enfin pas complètement, donc, je suis revenu à un aspect de la recherche que j'avais un peu négligé. Et donc, je me suis mis à travailler avec d'autres, beaucoup plus avec d'autres, sur le récit oral. Voilà, en général. Pas forcément en espagnol aussi, mais pas seulement. Le récit oral. Et au sens où c'est une construction narrative que quelqu'un qui existe hic et nunc adresse à un ou plutôt plusieurs et qui sont ici, présents, incarnés, maintenant. Voilà, c'est une relation de parole. Mais ça aussi. C'était les 3-4 dernières années de mes recherches. Et ça te semble une littérature qui est davantage dans ici et maintenant et donc plus susceptible de redonner les mots à ceux qui les ont plus? C'est pas une littérature. Enfin, c'est pas une littérature. Ça dépend de ce qu'on appelle la lettre. Et ben justement, tu vois, c'est amusant parce que tu prônes pour une évolution de la littérature qui ne serait plus une religion,
tout en considérant qu'à partir du moment où elle déborde du texte, qu'elle déborde du livre, elle n'est plus de la littérature. Or, peut-être que Non, l'étape suivante, c'est de la mettre partout, hors du livre et hors du texte. tu as dit, tu prônes, je ne prône plus guère. C'est-à-dire que je ne crois pas que mes idées, mes croyances, mes goûts, mes passions, mes désirs soient à imiter. Simplement, ce sont les miens, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Si ça intéresse quelqu'un, ben, d'accord pour en parler, Tout à fait. ou en témoigner, ou le pratiquer ensemble. Mais je prône pas, je ne crois pas que nous ayons besoin d'uniformité parmi nous. C'est-à-dire que mes positions sont les miennes. Il faut que ce costume s'ajuste à moi pour vivre. Tout à fait. Mais pas forcément qu'un autre reprenne le même. Si un autre veut m'écouter et qui pense qu'il doit en retenir quelque chose, tant mieux. Mais je ne pense pas être modèle de ce côté-là. Mais simplement, j'ai essayé de, justement, c'est un des aspects de mes recherches, parce que tout en travaillant sur la littérature hispano-américaine, j'ai essayé de travailler faire un travail, on pourrait dire, épistémologique, si on veut, c'est-à-dire travailler sur nos concepts. Qu'est-ce que la littérature, mais aussi qu'est-ce que parler, mais aussi qu'est-ce qu'écrire, etc. Et j'ai trouvé avantage à donner une définition restrictive du mot littérature, c'est-à-dire un phénomène qui, grosso modo commence à la Renaissance ou à la toute fin du Moyen-Âge. Voilà, c'est intéressant. Je veux dire, c'est fécond d'essayer de donner, de restaurer l'historicité du phénomène littéraire. Et à ce moment-là, si on s'intéresse à cette histoire, je m'y suis beaucoup intéressé, j'ai fait beaucoup de lectures là-dessus. Il est lié à l'imprimerie. Il est lié à l'apparition de l'imprimerie. Il est lié à l'alphabétisation de masse. Il est lié au protestantisme et à la lectura sola, la lecture, lire seul à seul, l'écriture sainte, chez soi, lentement, sans curé pour vérifier si on lit correctement, etc., et pas en latin. C'est lié aussi à l'essor de l'édition. Donc, c'est lié à l'essor des institutions d'éducation scolaire, etc. Donc, tout ça. Et à ce moment-là, dans cette perspective qui est purement historique, hein, et pas transcendantale, la littérature est liée à la constitution d'un corpus d'écrits et même d'écrits imprimés. Voilà. Mais on peut aussi fabriquer une autre définition, si on veut. Mais je trouve qu'à restreindre, on gagne. Et en même temps, s'il est important d'inscrire la littérature dans son historicité, comme tu dis, il est important aussi de l'envisager dans son devenir. Ah oui. Et de penser que la littérature peut échapper au texte, c'est-à-dire aux limites que tu lui vois et où je suis absolument d'accord avec toi, et donc d'envisager que cette autre forme de la littérature qui échapperait au texte, qui échapperait au livre, peut de nouveau donner les mots qui, de ton point de vue, manquent aux gens pour éviter qu'ils te crachent sur ta vitre, c'est peut-être former de vaillant, de positif espoir à l'égard de ce que peut faire la littérature dans le monde aujourd'hui. Ah oui, oui, mais juste un minuscule bémol, gros comme une fourmi, hein, c'est que ce serait bien, non, finalement, ce n'est pas obligatoire, mais j'allais dire de changer de nom, mais pas forcément. Ou alors, on pourrait l'écrire avec un seul T. Je veux dire, symboliser une étape, tu vois, dire la littérature, oui, ce serait une bonne idée. Voilà, inventons cela ensemble, puisque c'est toi qui me donnes l'idée. Tu vois, nous entrerions dans le temps de la littérature avec un seul T. Eh bien, écoute, allons-y, allons-y. Et avec un seul T, et T comme, voilà, T comme point de suspension, et il faudrait, et voilà. Et peut-être qu'un jour, la littérature pourrait regagner son deuxième T si les hommes retrouvaient le chemin de la parole.
tu vois. Et oui, 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 oui. Mais c'est pour ça que je me suis intéressé au récit oral, mais je me suis intéressé au récit oral pas en ethnologue, hein, pas en ethnologue, ni en nostalgique des temps passés, idéalisés, tu sais, où on racontait le soir à la veillée, au coin du feu. J'écoute pas, je suis petit-fils de paysans de montagne, mon grand-père m'a raconté des foules d'histoires, mon père aussi. Mais c'est pas ça. C'est raconter, pour moi par exemple, faire un projet de vacances ensemble. Caroline, et si on allait, j'ai toujours rêvé d'aller en Hongrie, tu veux pas venir en Hongrie avec moi? Parce que la Hongrie, tu sais, c'est comme dans le roman de Infantina Encantada, où elle dit soy hija del rey, de la reina de Hongria, etc. Tout ça. La Hongrie, ça me fascine. Puis leur langue tellement bizarre, ça me fascine, tout ça, même s'il y a un régime moins fascinant en ce moment. Bon, mais, et alors, on fait un projet, on dit on va partir en camping, bon, on va en parler à un tel et un tel. On est en train de bâtir une fiction, puisque ça n'est pas réalisé, et une fiction qui a un objectif, un objet, une fin, ça relève du récit de l'avenir. Un projet, c'est un récit au futur. Voilà. Et ça, c'est très important et c'est très intéressant. Mais qui est capable? Alors on nous dira, oui, aujourd'hui, justement, les jeunes sont paumés, sont malheureux parce qu'ils ne savent plus ce que l'avenir leur réserve, ils ne peuvent plus faire ils ne savent plus quel projet. Mais c'est probablement vrai, du point de vue économique, du point de vue, etc. Mais ils ne sont pas non plus capables, peu d'entre eux sont capables de raconter une histoire qui leur est arrivée avant-hier ou un projet qu'ils réaliseront après-demain. Techniquement, j'ai fait des expérimentations en cours et en espagnol. Hein, et ils ont beaucoup de mal. C'est incohérent. On n'y comprend rien. Attends, reviens en arrière là. Et après, tu fais quoi là? Et c'est incompréhensible. C'est-à-dire que le récit oral est en grande partie perdu comme compétence. Comme compétence. C'est vraiment une compétence au sens de la cuisine, hein, savoir faire une omelette baveuse, au truffe, bon, ou sans truffe. Et c'est aussi, il faut de l'inspiration, il faut de la disponibilité, il faut une tradition, mais c'est aussi technique. Hein. Et ça, il y a beaucoup, j'ai vérifié que beaucoup d'étudiants ne pouvaient pas faire un récit simple. C'est vrai. Donc, oui, ça on peut l'appeler aussi littérature, parce que en plus, on est toujours en train on est souvent dans le récit en train de flirter avec la fiction. Et puis tout récit est une fiction parce que il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'arbitraire, beaucoup d'imaginaire, même dans le récit plus factuel. Par exemple, j'ai beaucoup aimé voir les yeux des étudiants briller et béer en même temps que je leur disais, mais pourquoi commence le récit à ce moment-là? Et pourquoi pas 10 jours avant? Ou un siècle avant? Ou un siècle avant? Mais il faut trancher. Mais si on tranche, c'est un acte, c'est un geste. C'est un geste vraiment. Tout n'y est pas. Tout n'y est pas. Donc, dès ce geste-là, il y a de la fiction au sens où un geste du sujet parlant. Et puis, même chose pour la fin. Oui, mais ils ont beaucoup d'enfants. Et pourquoi on ne parlerait pas un peu des enfants? Parce qu'après tout, c'est significatif de ce qui leur est arrivé, ces braves gens, le sort de leurs enfants. Mais on n'en finirait plus. On n'en finirait plus. Donc, il faut finir, donc il faut trancher. Et donc, il y a de la fiction là-dedans. La fiction, mais pas au sens du mensonge, au sens du geste du sujet de parole pour ordonner et faire sens. Je te ramène à ta thèse, parce que oui, la thèse. À l'époque, souviens-toi, tu étais encore tu étais encore un adepte de la fameuse religion, et Oui. et tu avais un directeur de thèse. Alors, est-ce que tu peux nous en parler du travail avec Maurice Moyau? Et puis, alors tu l'as évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle important dans cette thèse?
Maurice Molliot. C'est une statue vivante. Non, une statue vivante au sens où j'ai souvent pensé à lui encore aujourd'hui. Oui, il m'a beaucoup aidé et très peu dirigé. Et d'ailleurs, je le fais sentir parce que quand même la recherche, écrire des travaux de recherche, c'est très angoissant. Ça a toujours été angoissant. Pas des grandes angoisses jetées par la fenêtre, non, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. D'essayer de faire produire, tout du moins d'essayer de produire du neuf, hein, pas de produire comme font beaucoup de chercheurs, hein, des tranches de jambon, c'est-à-dire de détailler leur thèse toute leur vie, des morceaux d'érudition. Non, bon, ça c'est pas inquiétant. C'est du business. Mais Maurice Molliot m'a peu dirigé. J'allais le voir une fois ou deux par an, soit dans son bureau à la Sorbonne. J'étais étonné que ce bureau soit si petit, poussiéreux, moche, dans la grande Sorbonne. Justement, je n'avais pas encore compris que dans ce monde-là, le mépris de la matière allait avec l'exaltation de l'esprit. Et on retrouve ça dans beaucoup de bureaux de collègues, hein, qui sont franchement crades et moches. Et ils y passent 15 ans dans le crade et le moche, ils ne le voient pas. Et moi aussi. Mais ça je tiens aussi de mes parents, de mes grands-parents, hein, pour qui la beauté c'est important, le goût c'est important, le goût des choses. Et alors, donc j'allais voir dans son bureau de la Sorbonne, alors oui, ce qui était poussiéreux, il est partagé avec M. Guinard, monsieur le professeur Guinard. C'est toute une atmosphère. J'allais voir une ou deux fois par an. Ensuite, je suis aussi allé à l'Institut d'études catalanes, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris. Ça m'est resté rue, parce que je cherchais en provincial, j'étais en provincial à Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. C'est exotique. Hein. Et il ne m'a pas beaucoup dirigé, mais lors de la soutenance, il m'a dit, avec plein d'imparfaits du subjonctif, en se moquant de moi, vous auriez aimé être plus dirigé, mais j'ai cru comprendre que vous auriez aimé être plus dirigé. Avec son nez en bec d'aigle, là, comme ça, ses cheveux peignés en arrière, avec ce grand front, là. Vous auriez aimé être davantage dirigé, mais l'eussé-je fait, enfin, etc. Il me dit que vous n'auriez pas écrit ce qui est là, sur cette table. Voilà. C'est une pirouette un peu, mais ce n'était pas faux non plus. C'était pas faux non plus. Et non, il m'a fait lire. Il m'a fait lire. Il m'a mis des livres entre les pattes, les formalistes russes et d'autres. Même par la suite, je me souviens que c'est lui qui m'a... Mais là, j'étais déjà en poste à Caen. J'avais des démêlés avec les italianistes du coin. Il m'avait dit... C'était très typique de lui. Et il m'a dit lisez Agamben, Giorgio Agamben. Je dis comment ça? Et pour lui, c'était pour un bon livre, un grand intellectuel, l'œuvre, enfin oui, les écrits d'un homme comme Agamben, c'était une arme. C'était une arme parce qu'il voyait un peu ça, l'activité intellectuelle, comme un combat contre les imbéciles ou bien les gens de l'autre bord. L'autre bord étant ceux qui avaient d'autres thèses scientifiques. Bon, voilà. C'était une arme. Balancez-leur à Agamben, grand Musset. Voilà. Et c'était Maurice Molliot. Et il a été essentiel, mais il m'a en fait peu dirigé. Mais il était là. Il était là comme il était. Et c'était ça, c'était un repère, et c'était, oui, un repère, disons. Et il y en a d'autres. C'est un peu ça. Il y en a d'autres. Comment? Il y en a d'autres figures qui ont compté ou c'est lui le plus. Il y en a que j'ai déjà mentionné, hein, c'est-à-dire, Oui. mais s'il faut vraiment faire une généalogie des importants, des influences, je pense à celle qui m'a appris à lire quand j'étais à l'école maternelle. Hein. Elle s'appelait Suzanne Coquart, à Villefranche, dans le Beaujolais. Mais ce n'était pas n'importe qui, parce que c'est quelqu'un qui avait fait des études universitaires de mathématiques,
et qui a choisi d'enseigner en maternelle. Et je m'en souviens encore. Et on a appris à lire, on a vraiment appris à lire. Et on ne lisait pas be à bas seulement. J'ai encore un livre là, un livre de photos magnifiques. La journée d'un petit Africain, mais avec des très belles photos en noir et blanc, splendides, et d'une grande qualité, avec un texte très simple. Et au milieu de l'année, on a commencé à prendre ce livre. C'est-à-dire qu'on ne lit pas. Lire n'est pas une opération technique. Il y a de la technique, mais c'est une opération spirituelle. Et donc, il y a Suzanne Coquart qui m'a appris à lire, il y a Anne-Marie Viraud, bien sûr. Mais il y a aussi, je me souviens bien qu'elle fut un personnage un peu politiquement un peu oppressant. C'était une femme aussi, une pédagogue extraordinaire, c'est Simone Saillard, à Lyon. J'ai eu des démêlés en tant que délégué des étudiants avec elle, parce que c'était un dictateur, Simone Saillard. Mais en même temps, c'était son cours sur Lorca m'a ouvert des horizons, bien sûr. Et puis, donc Maurice Molliot, Michel Launay aussi, bien sûr. Bien sûr, hein. Bien sûr. Parce que c'était des gens, je pense surtout à Michel Launay ou même Molliot, qui écoutaient quelqu'un dans sa pensée propre. Et peut-être que je les idéalise un peu, forcément, hein. Mais Nadine Lee aussi, mais qui écoutait dans sa pensée propre, et indépendamment d'ailleurs de son âge ou de son statut. Étudiant, maître de conf, prof, ceci, cela, autre chose. Mais qu'est-ce qu'il pense? Comment pense-t-il? Comment le dit-il? Et le style de la pensée, le style de l'écriture, le style de la parole, pour ces gens-là, c'était très important. Alors, dans le cas de Molliot, c'était aussi un politique au sein de l'université. Je veux dire, il avait une conception combattante de son rôle et de sa place. Mais en tout cas, c'était des gens qui écoutaient. C'est ce que j'ai rencontré en eux. Peut-être que finalement, sans le savoir aussi, j'ai éveillé cette liberté. J'ai contribué un peu c'est toujours à deux, hein, à éveiller cette liberté chez eux, mais ils l'avaient déjà. Bien sûr. Et je suppose que comme tout doctorant, tu as rencontré des difficultés en dehors de ce processus analytique que tu as décrit avec beaucoup de lucidité. Donc, quelles étaient ces difficultés que tu as rencontrées? Alors, j'ai parlé d'un processus analytique parce que c'est Michel Bonnet qui m'a donné cette idée pendant la soutenance. Oui. Il me l'a révélé. Mais c'est surtout un processus. Enfin, depuis, il m'a semblé que c'était beaucoup plus à relever autant de la phénoménologie de la lecture que de l'analyse ou psychanalyse de la lecture. C'était beaucoup plus une phénoménologie de la lecture. Bon, mais la phénoménologie, ce serait trop long ici. En tout cas, dire je lis singulièrement et en même temps, je lis comme peut le lire un homme de ce moment, hein, des années 80, en France, qui a étudié à l'école maternelle, primaire, collège, lycée de la République, etc. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça pourrait être, ça pourrait sûrement être aussi, on pourrait tirer de ma lecture des enseignements sur des connaissances sur la manière de lire d'un Chinois lettré aussi. Nous avons sûrement des points communs, mais en tout cas, ma lecture, ma manière de lire, ce que je prends comme objet d'étude, n'est pas un phénomène isolé et bizarre. Je suis représentatif aussi, je ne suis pas seul.
Je suis parmi d'autres. Je suis vraiment une cellule d'une société. Voilà, nous trouvons humiliant d'être des moutons, mais aucun être humain n'existe tout seul, et aucun mouton non plus, aucune fourmi non plus, aucune de mes abeilles dans mon village de Prémilieu, dans le Bugey, n'existe toute seule, évidemment. Donc, ma lecture était représentative, significative de toute lecture littéraire aussi. Et donc, ce n'est pas seulement une analyse, c'est aussi une phénoménologie de l'œuvre. Et oui, ta question initiale, c'était Les difficultés que tu as pu rencontrer. les difficultés. Les difficultés, c'est que j'ai fait ma thèse en enseignant. J'enseignais au lycée Léon Bourgeois d'Épernay en Champagne. Et comme nous étions un peu fauchés, je faisais des heures supplémentaires. Donc, ça laisse quand même pas beaucoup de temps. Mais nous n'avions pas encore d'enfants. Donc, quand même, ça laisse. Mais j'avais quand même plusieurs engagements, un ou deux engagements importants à côté de mon travail. Donc, le temps était rare quand même. Enfin, il y avait les vacances scolaires. Et voilà. Et ça, c'était difficile, c'est difficile. Puis il y a aussi le fait que, non, je crois que j'aurais pu avoir des difficultés, mais Maurice Molliot les a aplanies, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein? Et l'écriture n'a pas été un processus particulièrement pénible? Mais si, toujours. Toujours. C'est-à-dire, à la fois, c'est une jouissance, parfois, c'est souvent une jouissance, l'écriture. C'était, parce que j'écris peu maintenant. Mais je dessine, je peins, je colle, hein, mais je graphie, je pratique la calligraphie non figurative. Mais oui, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que le travail de recherche et d'écriture est... Non, pas d'écriture. Au fond j'ai beaucoup aimé écrire, trop. Et justement, au moment cruciaux, la difficulté a été de me retenir. N'écris pas trop vite, tu sais pas ce que tu veux dire. Attends, attends. Oui, mais le temps manque. Oui, mais attends. On peut écrire beaucoup de pages en une journée. Si c'est prêt, si c'est mûr, si la pensée est mûre, si tout est mûr en toi, la fleur s'ouvre, hein, forcément. Donc, ça, j'ai vraiment pu observer lors de mon habilitation à diriger des recherches. C'est-à-dire, j'avais très, très peu de temps. Et j'avais envie d'écrire des choses, parce qu'elles étaient quand même bouillonnantes dans mon esprit. Et non, je prenais des notes, je faisais des fiches, des choses comme ça, j'écrivais des bribes. Mais je disais, non, pas encore. Attends. N'écris pas par angoisse ou inquiétude, n'écris pas pour la jouissance d'écrire. Écris parce que ce flux est là. Quand le flux est là, tu écris. Et ça, c'est un combat quand même. Justement, un combat contre la hâte, un combat contre l'inquiétude de ne pas y arriver, l'inquiétude de ne pas faire assez bien, etc. Et conquérir tout en maintenant le désir vivant, c'est-à-dire à vif, conquérir une sorte de sérénité par-dessus. Et jusqu'au moment où c'est prêt. Et à ce moment-là, écrire. Et ça c'est difficile, ça oui. Et il portait sur quoi ton inédit d'HDR? L'inédit, ce n'était pas le plus important. L'inédit, c'était un travail sur les premières nouvelles de Cortázar dans la Otra Orilla. Sur l'autre, justement, j'en ai fini
à ce moment-là, c'était un moment important du parcours ouvert par la thèse. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la réforme. J'ai soutenu dans l'hispanisme une des toutes premières thèses Nouveau Régime. Et je ne sais pas si j'ai soutenu une des habilitations, une des premières habilitations de l'hispanisme, mais pas loin peut-être. Et je trouvais ça très très bien. Parce que ça fait un arc comme ça qui part de la thèse et qui arrive qui mesure une évolution, une trajectoire, etc. Et donc, mon inédit, c'était sur l'auto-engendrement de l'auteur dans la otra orilla de Cortázar. L'auteur auto-engendré. Et là, j'en ai fini avec Cortázar. J'en ai fini. C'est-à-dire que voilà, c'est là que j'ai fini de perdre la foi religieuse dans la littérature. Ce qui ne veut pas dire que la littérature a perdu son importance. Au contraire, elle en a acquis une toute nouvelle. C'est plutôt ça. Et puis, mais c'est surtout la synthèse, le mémoire de synthèse. Ça s'intitulait « Vers une herméneutique littéraire ». Ouais. Voilà. Et là aussi, c'était là. Et au fond, tout ce temps, même pas seulement jusqu'à l'habilitation, même après. Hein, mais il me semble que ma thèse, elle a servi à. C'est l'étage inférieur d'une fusée. Et c'est une fusée, pas pour apporter la lumière au monde, hein, ni des connaissances scientifiques, dans toute l'équivoque de ce terme que j'exècre maintenant concernant les sciences humaines. Hein. Vraiment, je trouve que pour moi, il y a une trahison profonde et grave à avoir accepté de parler de recherche scientifique en lettres et sciences humaines. On aurait dû trouver d'autres termes, parce que c'est un malentendu stérilisant. Mais non, cette thèse, elle m'a permis d'entrer dans une dynamique de vie intérieure, intellectuelle, et d'enseignement, et de partage avec les collègues, ce qu'on appelle la recherche, parce que c'est ça, confronté à ce qu'on fait avec ce que font les autres. C'est ça la recherche chez nous. Et se parler, si tant est qu'on puisse, on sache. Et donc, cette thèse, elle a servi à ça. C'est l'étage qu'on largue. Tu sais, qui retombe dans le désert de Gobi après que la fusée est partie. Avec un peu de chance, ça reste des satellites qui font leur boulot pendant quelques années dans l'espace. Alors voilà, non mais c'est parce que cette partie est retombée et a fait son œuvre que le reste s'était lancé et a continué sa trajectoire. Et j'espère, c'est ce que m'avait dit Christian Giudicelli à Lyon, quand j'ai soutenu mon habilitation, il avait parlé de mes étudiants. Et j'étais content de ça. Bon, c'était un peu flatteur, mais il m'a dit, vos étudiants ont de la chance. Ça m'a plu. C'est un compliment qui m'a plu. Je veux dire qu'il m'a touché, il m'a ému. Je pense qu'il le pensait. Oui, je crois. Mais voilà, il y a des étudiants que j'ai ennuyés, il y a des étudiants que j'ai agacés. Un jour, une étudiante est venue à la fin du cours, elle m'a dit, monsieur, c'est sur Cortázar, vous, elle a pris son élan, elle m'a dit, votre cours, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Qu'est-ce qu'elle entendait par là? Et je lui ai dit, oui. Aujourd'hui, pour moi, c'était bien, mais je crois que je ne sais pas ce que j'ai dit. Alors là, c'était une réponse, à mon avis, inadéquate pour elle. Ben oui. Mais je lui ai répondu en intellectuel et pas en psychologue, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, je crois qu'ils étaient tellement, pas elle, mais tellement, leur écoute était tellement bien que j'ai découvert des choses dans le texte que nous étudions ce matin-là, des choses qui étaient formidables, que je n'aurais pas découvert sans leur écoute, et puis à laquelle j'étais réceptif aussi. Enfin, c'était ce va-et-vient là qui m'a fait dire des choses que je n'avais pas prévu de dire et que je n'aurais pas pu redire tel quel après. Je ne savais pas ce que je disais, oui, sûrement. Bon.
Alors évidemment, c'est très loin de la conception. Qui sait? Il ne m'a jamais fait de confidence. C'est sûrement, ils ne m'ont jamais fait de confidence, mais c'est sûrement très loin de la conception d'enseignement que pour avoir des collègues que j'estime comme Bernard Darbord et Jean Canavaggio qui m'ont accueilli à Caen. Au sens, non, je veux dire par là, au sens où ils avaient une conception sûrement beaucoup plus maîtrisée. Je ne sais De pas si là, on n'a pas tous des moments de grâce comme ça avec les étudiants, où on se laisse complètement emporter par un texte. À mon avis, ça nous arrive à tous. Simplement, j'espère. on se laisse plus ou moins aller. On se laisse plus ou moins aller. Toi, je pense Oui, que tu te oui. brides, peux te brider, à mon avis. Ah, si, quand même. Pas dit non. Qu'est-ce que ça aurait donné? La pauvre étudiante, là, tu nous l'aurais traumatisée pour des années, des années. Alors, venons-en, si tu veux bien, J'ai aimé qu'elle ose me dire, pardon, j'ai aimé qu'elle ose me dire, monsieur, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Oui, c'est très. J'ai aimé qu'elle ose le dire. Oui, oui, c'est C'était déjà pas pas rien. mal. Tout à fait, C'était pas tout à rien. fait. Alors, venons-en à la soutenance. Tu as dit tout à l'heure qui étaient les membres qui composaient ton jury. Tu as évoqué l'amphiliard qui t'a déçu parce que je crois que tu as dit que c'était lépreux. Tu as évoqué quelques anecdotes de tes membres du jury, mais globalement, quel souvenir est-ce que tu en gardes? Quel souvenir je garde de la soutenance? C'était un moment intense. C'est un moment intense. C'est aussi un exercice Ah, de séduction mutuelle entre le jury, moi au milieu, et les gens qui étaient dans la salle. Et dans la salle, il y avait des gens de ma famille, sachant que je crois que je suis le premier de la famille, même de mon village paternel, à avoir soutenu une thèse. Bon. Mais il y avait aussi il y avait même, je ne savais pas, enfin je ne savais pas, je l'avais découvert en arrivant à Paris, je crois qu'il y avait même quelques-uns de mes élèves du lycée. Parce que j'avais plusieurs élèves qui étaient enfants de profs de mon lycée. Et, et donc, leurs parents, je crois qu'ils étaient venus avec leur père qui était mon collègue. Et c'est des élèves que je n'oublierai jamais, que j'adorais. Et des gens pleins de curiosité, de gentillesse, oui. Donc, je crois que c'était un exercice de séduction mutuelle entre ces trois groupes. Enfin, un très passif dans mon dos, hein, le public, mais le jury et moi. Alors, des moments. Ce que je sais, c'est que je sais que j'ai parlé sans note. Et j'avais l'impression de voler. Mais c'est-à-dire que j'étais suffisamment paisible. Au fond, il y a une tension, hein, il y a un stress, comme on dit aujourd'hui, on parle tout le temps de stress, il y a la tension, parce que la tension qui est liée à la connaissance de l'enjeu. Mais quand même, il y avait un fond de joie qui fait que je pouvais parler comme ça, sans note. Je devais avoir quelques bribes, quelques phrases sur une feuille, mais c'est tout. Et aussi écouter chacun des membres du jury. Mais je me souviens c'est très curieux dans ces moments-là. Hein. Je pense que aussi bien dans les tragédies que dans les moments de joie, il y a des choses infimes et matérielles, triviales, qui captent notre attention. Par exemple, je me souviens que Michel Launay, qui était en chemise, je ne me souviens pas de l'époque de l'année, mais ça devait être, je me demande si ce n'était pas en juin, il devait faire chaud, et il soulevait les bras comme ça, et on voyait qu'il transpirait. Et un détail trivial. Et je me souviens aussi de l'introduction de Maurice Molliot, disant que s'il m'avait dirigé davantage, je n'aurais pas écrit ce que j'avais écrit. Et
Et je me souviens aussi, ça c'est un point éthique, Raoul Silva Cáceres, qui à un moment donné me dit, mais Monsieur Gramusset, je veux vous poser une question, satisfaite ma curiosité. Est-ce que vous avez lu l'ouvrage de tel anthropologue qui a travaillé sur les Indiens de la région d'origine de Juan Rulfo? Oh, tu sais, c'est toujours la situation terrible. Est-ce que vous avez lu ça? Alors, si je dis oui, la discussion va s'engager et on va voir que ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas lu. Si je dis non, je risque de faire, comment dire, d'obtenir un jugement négatif bête, parce que on peut très bien se passer d'un livre et puis parce qu'on en a eu d'autres. Bien sûr. Mais peut-être que cet homme-là, que je ne connaissais pas personnellement, jugerait vraiment lamentable. Et on voit souvent ça dans les soutenances de thèse aujourd'hui. Hein. Comment vous n'avez pas lu cet ouvrage mais central quand on traite de ce dont vous traitez? Oh là là. Alors c'est sûr qu'en sciences, en biologie ou en mathématiques, ce serait effectivement un reproche fondé, probablement. Mais chez nous, c'est ridicule. Oui, oui. Enfin, bon, c'est ridicule. Mais l'érudition a tellement gagné. Bon. Et alors, que faire? Je me suis dit, c'est plus simple. Je lui ai dit non. Ah oui. Je ne l'ai pas lu. Il dit, ben, vous voyez, c'est extraordinaire quand même. Parce que ne l'ayant pas lu, et là je me suis dit vraiment c'est trop bien, ne l'ayant pas lu, en travaillant juste sur les mots et sur la dynamique des symboles, vous parvenez aux mêmes conclusions sur la signification de l'air, el aire. Ah, j'étais soulagé. mais c'était une sorte de cadeau. C'était une sorte de cadeau d'abord parce que Raoul Silva Cáceres ne voulait pas du tout me piéger. Simplement, il avait lu ce livre et il disait c'est étonnant qu'il... je ne crois même pas qu'il me soupçonnait d'avoir pompé les conclusions de l'auteur du livre et de les avoir reprises à mon compte. Non, parce que je crois que ma démonstration était vraiment très, très serrée sur le texte. Il dit, vous voyez, c'est extraordinaire parce que par une autre voie, vous arrivez, que cet anthropologue qui connaît si bien ces Indiens, vous arrivez aux mêmes conclusions. Alors j'étais dans un grand soulagement et puis en même temps encore aussi une grande joie, quoi. Voilà. C'était bien. Bon, bien, même si l'enfilouillard était ruinoso. Et dis-moi, est-ce que tu as relu ta thèse? Non. Ah non, quel intérêt. Enfin, j'ai dû m'y replonger à l'occasion pour lire un passage hier, avant cette rencontre par visioconférence, je l'ai ouverte. Et alors, j'ai vu même des fautes de style. Par exemple, j'ai vu qu'à un endroit, j'avais parlé de mettre à jour au lieu de mettre au jour. Bon. Et je me suis dit en voyant ça, mais des gens comme Michel Launay, comme Maurice Molliot, comme Nadine Lee, ne s'arrêtaient pas à des broutilles pareilles. Absolument. Ce n'étaient pas des fétichistes du savoir. Voilà. C'était des gens qui pensaient et qui parlaient. Et sans les idéaliser, je ne les idéalise pas plus que moi-même, je ne m'idéalise moi-même, mais si, c'était quand même des gens comme ça. Et alors, ça t'a fait bizarre de retrouver le jeune chercheur que tu étais à l'époque? Tu l'as regardé avec un peu d'ironie, d'affection? De désarroi. De désarroi parce que je me suis posé des questions qui sont sans doute assez banales.
Mais justement, les questions sur la continuité, sur l'identité, la continuité du sujet. Est-ce moi qui ai soutenu cette thèse? Mais oui, oui, oui. C'est-à-dire que j'en porte la responsabilité. Je crois que c'est la responsabilité qui fait que nous pouvons et nous devons poser la continuité du sujet. Mais continuité, mais pas identité avec soi-même. C'est-à-dire que je ne suis plus le même. Mais c'est moi. C'est ça le paradoxe. Enfin, c'est ça le... C'est... Il y a une personne que je n'ai pas citée parce que je l'ai rencontrée après ma thèse, mais qui a, comment dire, donné un espace et un élan à... Non, c'est pas ça, il ne faudrait pas dire ça comme ça, mais qui a ouvert le chemin d'après ma thèse, de la vie intérieure et intellectuelle après ma thèse, c'est Paul Beauchamp. Paul Beauchamp, qui était un jésuite et un exégète, et au Centre Sèvres à Paris. Et quelques temps après ma thèse, je me suis dit, je voudrais bien faire un travail aussi méthodique et approfondi, d'analyse textuelle, aussi approfondi que je l'ai fait dans ma thèse, mais sur le texte biblique. Et par une série de hasards merveilleux, j'ai abouti dans son séminaire qui s'appelait, un séminaire très particulier, qui s'appelait Tradition biblique, au Centre Sèvres à Paris, et qui a duré 3 ans, et 3 ans qui ont changé ma vie. Et changé ma vie au sens où ça, ce qui était en germe dans ma thèse, dans ma réflexion de thèse, de ce que j'avais découvert en travaillant ces textes de cette manière-là, s'est déployé. C'est déployé parce que cet homme qui parlait espagnol, italien, chinois, portugais, russe, etc., et qui lisait le grec, le latin, l'hébreu, biblique, a donné un cadre multimillénaire au travail textuel que j'avais engagé. Et alors évidemment, pour faire ça, il faut là, l'érudition, sans être la condition de la vie intellectuelle, je veux dire, sans être le moteur de la vie intellectuelle, mais en est l'aliment. Il faut une très grosse érudition qui reste secondaire, mais il la faut. Bien sûr. Et il l'avait. Donc, travailler sur un texte multimillénaire de l'ampleur de la Bible, avec la longue histoire de sa composition, la superposition des strates qu'il y a, les enjeux, évidemment, les enjeux idéologiques, politiques, spirituels, etc., c'est beaucoup plus vaste. Voilà. C'est une religion plus vaste que la littérature, à mon avis, en termes de taille. Mais ça a été un débouché. Voilà, ça a donné à ma thèse un horizon beaucoup plus large. Et ta thèse, physiquement, l'objet, le livre, elle est où chez toi? Elle est dans une étagère pas très loin de ton bureau ou elle est à la cave? Ni l'un ni l'autre. Elle est... Je savais où elle était. C'est-à-dire qu'elle est là. C'est ça, parce que c'est ça une bibliothèque. Hein. C'est-à-dire un paysage. C'est vraiment un paysage matériel. C'est-à-dire que ce livre-là, peut-être que je ne le relirai jamais, mais je l'ai lu ou je l'ai consulté et il est là.
Et qu'il soit là, c'est une présence. Enfin, c'est une présence absente ou une absence présente. Et donc, ma thèse, elle était là. Elle était tout en haut de la bibliothèque, là, dans mon bureau, à un étage qu'on ne peut pas atteindre sans un escabeau. Donc, je suis allé chercher l'escabeau que j'utilise pour le bricolage et j'ai atteint la thèse. Voilà. Et alors, je voudrais ajouter une petite chose. C'est qu'il y avait une dimension poétique dans ce travail. L'écriture, bien sûr, mais poétique dans un sens plus large et aussi iconographique. Et aucun des membres du jury n'en a dit quoi que ce soit. C'est-à-dire que ma thèse, donc je l'ai descendue de l'étagère là-bas, et depuis la couverture jusqu'à l'intérieur est ponctuée d'images. Il y a 5 ou 6 illustrations. Et ces illustrations sont des photos, d'escargots. C'est-à-dire des photos qui ont été faites par un de mes oncles, qui s'appelle Pierre Bézet, et des photos qui essayent de donner à penser autrement sur l'acte de lecture. Parce que, comme on m'a toujours dit que j'étais lent, je me suis volontiers identifié à l'escargot. Et tout le monde, j'ai besoin de prendre mon temps. Si on me brusque, je deviens stupide. Et donc l'escargot. Alors l'escargot, donc on le voit, par exemple, avancer sur un texte, mais vraiment collé, quoi. Parce que le corps d'un escargot, je ne sais pas si tu as regardé un escargot de Bourgogne de près, mais c'est vraiment très charnu, charnel. Alors là, vraiment, c'est lécher le texte avec la langue, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi des photos de coquilles d'escargots, parce qu'il y a l'hélice intérieure du nom d'escargot en latin, helix, hein, etc. Et je vais te montrer la couverture. On voit un escargot que j'avais poncé de manière à ouvrir, à faire voir. Voilà, tu vois. Ça, c'est l'illustration de couverture. Je vois. Voilà. Et voilà. Il y en a quelques autres. Bon, je ne te les montrerai pas toutes. Une autre, peut-être. Oui. Mais c'est un travail poétique. Là, c'est une sorte de lever de soleil sur la planète de la lecture. Hein, ça me fait penser, moi, aux cosmonautes. Ça. Oui, je vois. Et voilà. Et je ne voudrais pas les trahir ou mentir sans le savoir. On ne peut pas mentir sans le savoir, je pense. Mais le mensonge est un acte absolument conscient et délibéré. Qu'un membre du jury est relevé et parlé de ces illustrations. Pourquoi, à ton avis? Mais je pense que c'est parce que nous étions à la Sorbonne. C'est-à-dire que malgré toute leur liberté d'esprit qui était très grande, ce sont des illustrations. Ce qui compte, c'est la pensée. Et la pensée est dans les mots, dans les concepts, dans le discours articulé. Voilà. Alors que, pour moi, c'est beaucoup plus large. La pensée, elle est dans tout ce que fait l'homme. Mais en particulier dans l'image poétique. Ouais. Bon, je pense que c'est aussi une question peut-être de génération, de relier texte et image. C'était pour cette génération, c'était pas exactement naturel. On travaillait beaucoup sur le textuel et peu sur l'image. Regarde, nous, même moi, ma génération, quand on avait des cours d'espagnol, on faisait très 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 peu d'images. De temps en temps, un peu de peinture, mais c'était vraiment ponctuel. Donc là, à mon avis, c'est plus ça que la question de Sorbonne ou pas Sorbonne. Cela dit, bon, moi, à part Nadini, ce sont des gens que je n'ai pas connus, donc je ne sais pas. Mais... Donc, quand je dis pour moi, c'est le symbole
d'une certaine forme d'intellectualité. Oui, je comprends. C'est-à-dire, c'était quand même des savants, voilà, Bien des sûr. savants qui sont d'abord dans l'idée, pourtant pas seulement, le mot aussi. Oui, bien sûr. Et quels sont les conseils que tu donnerais à de jeunes doctorants de maintenant? Ben, je crois que je ne donnerai vraiment pas de conseils. Parce que les conseils ne servent à rien, sauf si on les demande. Alors, Et qui est-ce qui a écrit? Je crois que c'est Walter Benjamin qui a écrit des choses là-dessus dans... C'est un tout petit livre. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que là aussi, la matérialité du texte, hein, du livre. Quand elle avait eu 7-8 ans, ma fille voulait me faire un cadeau d'anniversaire. Alors je lui ai dit, oh, j'ai vu un livre, il est en poche maintenant. Alors c'était Rastelli raconte et suivi de Essais sur le narrateur de Walter Benjamin. Et alors je l'ai acheté, et elle m'a dit, bah, achète-le, et elle m'a remboursé sur ses économies. Et elle m'a mis une dédicace sur un livre qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre. Donc quand je le relisais, j'y pensais. Et oui, il parle de ça, de ces questions-là, du conseil en particulier. Ce que c'est que demander conseil, justement, c'est sur la perte de l'expérience. C'est-à-dire que sur le fait que demander conseil, c'est d'abord le fait qu'on puisse se parler. C'est-à-dire que si on peut se parler, on peut s'adresser à quelqu'un et lui dire sa difficulté, lui dire son angoisse, ou lui dire je me sens seul, ou lui dire tu crois que je vais y arriver, vous croyez que je vais y arriver, ou toute autre question. Il y a quelqu'un, c'est oh, il y a quelqu'un là-dedans. Mon père me disait que quand il était petit au village, il y avait un vieux qui vivait tout seul, et quand on frappait à sa porte, parfois il répondait en patois, on disait il y a quelqu'un, il répondait gnon gnon. En patois de mon village, ça veut dire il n'y a personne. Il n'y a personne. Ben, si, il y a quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un, on peut voilà, venir dans une relation qu'on peut appeler le conseil. Mais le conseil, non. Je ne crois pas que ça servirait à grand-chose de les mettre en garde contre l'érudition. Je crois que c'est les directeurs qu'il faudrait arriver à mettre en garde de thèse, qu'il faudrait arriver à mettre en garde contre l'érudition, c'est-à-dire comme la réification du savoir, un savoir stockable comme les stock options, comme les yens ou les dollars ou les euros, cette réification du savoir qu'on appelle érudition. Ça oui, et aussi le fétichisme. Le fétichisme, je me souviens d'un membre du jury de thèse d'État de Michel Escamilla, qui était ma collègue, qui m'a accueilli à Caen, une collègue pour qui j'ai une grande affection. Et elle a fait une thèse énorme et magnifique, enfin, un monument sur les crypto-juifs en Espagne, etc. Un membre du jury qui lui dit page 578, il y a une faute de ponctuation, etc. Bon. C'est ce fétichisme auquel n'importe qui peut céder. Il n'y a pas besoin d'être idiot ou bête ou limite. Oui, non, savoir que nous sommes livrés à cela aussi. Ça concerne chacun d'entre nous. Même, enfin, moi aussi, je pense que j'ai pu tomber là-dedans. Et faire attention de ne pas tomber là-dedans. Mais ce n'est pas des conseils aux doctorants, c'est des conseils au directeur de thèse. Et alors là, il me dirait, mais pour qui te prends-tu, Musset? Bon, alors, est-ce que pour finir, tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire? Ah oui, si, pas conseil, mais une Ah, phrase. J'y reprends, tu vois, je l'esprit d'escalier. Hein. vas-y. Une question. Est-ce que
l'objet dont s'occupe votre thèse vous tient aux tripes. C'est tout. En guise de conseil, cette question. Ah, c'est une question clé. Voilà. Alors, une phrase de ma thèse. La première, pas une phrase au hasard, la première. Et il faut un commentaire. Bah, les premières, j'avais oublié. J'ai découvert ça hier. Hein. J'avais oublié que j'avais commencé ma thèse par une sorte de préambule autobiographique. Parce qu'il se trouvait que 2-3 ans avant la soutenance, j'avais envoyé un article au Monde sur le thème Le Roi est nu. Et ça faisait partie de la réflexion en cours qui allait mener à la thèse. Voilà. Et j'ai reproduit cet article, d'ailleurs, au début de la thèse. Et la première page évoque ces années de préparation. Il se trouve que j'allais 1 ou 2 jours à Paris, souvent, parce que j'avais la possibilité d'y dormir et d'y travailler. Et donc, j'étais logé rue d'Assas, dans un coin très bien, en face de l'école de pharmacie, tout près du Luxembourg. Et c'est à cette époque-là que j'avais envoyé cet article au Monde. Et ça commence comme ça. Ça commence donc de manière autobiographique, pour justifier l'interprétation, la lecture personnelle de Michel Launay. Un jour du mois de juillet 1983, l'on ouvre la radio pour avoir quelques échos du monde qui entoure un bureau de travail à Paris. Ça, c'est la première phrase. Je peux en ajouter encore une. Est-ce que tu peux… Non. Si, absolument, tu peux continuer à lire, mais j'aimerais bien qu'après tu croises cette première phrase-là avec la première phrase de la thèse proprement dite. Mais c'est la thèse proprement dite, madame. J'entends bien. Disons Tu vois, avec… Attends. tu vois, tu Je vois. vais… que tu fasses une… disons que ça, c'est de l'intertexte. Donc, j'aimerais C'est bien… la thèse. C'est la thèse. La thèse, c'est comme si tu me disais, oui, mais comment dire, c'est une problématique de la profondeur. La peau n'est pas vraiment le corps. Les os, oui, les muscles, bien sûr, l'estomac, n'en parlons pas, mais la peau, les poils, oh les poils, mon Dieu, les poils. Et si, et si, Bon, alors très bien. C'est la première phrase de la thèse. Alors du coup, bah, alors, lis-nous la un peu suite, la suite. Vas-y. la suite. Vas-y. Ah, eh oui, eh oui, il est question d'incarnation du chercheur. Un peu plus tard dans la journée, l'on se penche à la fenêtre pour contempler le jardin de l'école de pharmacie et ses rosiers, oublier un moment Pedro Páramo et la mort annoncée. Un peu plus tard encore, la nuit est tombée, l'on est sorti pour acheter le monde du dimanche que l'on parcourt, tandis qu'un recoin de l'esprit inquiet suit le fil d'un autre discours et d'autres préoccupations, la lecture. Bon. Alors, La lecture. on a compris l'histoire de cette C'est-à-dire thèse. que quand on écrit sa thèse, évidemment, on y pense. Mm. Comment? J'allais te dire, donc on comprend le contexte d'écriture de ce texte et comment est-ce que tu as souhaité que ce soit au frontispice de ton travail. Et est-ce que tu penses que ça reflète ce que tu as fait dans ta thèse, c'est-à-dire donc un travail personnel, j'ai pas dit auto-centré, hein, tu remarques, donc ne m'arrache pas les yeux, un travail personnel. Et alors, il me reste une curiosité, tout à l'heure c'est une question que je ne t'ai pas posée. Ça s'organise comment alors tu dois pas te le rappeler, peut-être pas, mais comment est-ce que ça s'organise dans la dialectique à la française, grand 1, grand 2, grand 3, une analyse comme ce que tu as essayé de mener? Comment est-ce que ça rentre dans le schéma scolaire d'une thèse? À mon avis, une thèse de littérature ne devrait pas entrer dans un schéma scolaire.
Parce que ce qui est en jeu au cœur de la littérature et de son enseignement, c'est le sujet, la subjectivation et la subjectivité. Et la subjectivité, pas au sens habituel, où on dit, ouais, mais comme disaient nos étudiants parfois, c'est subjectif, monsieur. Ça veut dire c'est très relatif, pas très fiable. Non, 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 propre au sujet. Au sujet, c'est-à-dire à ce prince qu'est tout homme dans son royaume intérieur, ou tout du moins qu'il est appelé à être. Et je crois, si ma mémoire est bonne, et il n'est pas sûr qu'elle soit bonne, j'ai organisé ça dans un double mouvement à l'époque. Parce que quand même, une thèse, c'est fait pour tâtonner. C'est pas un aboutissement. Je l'ai dit, c'est pas un aboutissement, c'est un commencement. C'est un commencement. Et la vie intellectuelle ne se déroule pas sur 3 ans ou 4 ans. Elle se déroule sur au moins une demi-vie. Donc, chercheur débutant, j'écris ma thèse. Et comment on fait? Si on prend vraiment des risques intellectuels, alors on est quand même perdu. Il faut être perdu. Il faut être perdu pour trouver son chemin. Et donc, ce que j'ai fait, je crois, c'est que pour trouver mon chemin en tâtonnant, c'est pour ça que j'aurais bien aimé que mon lieu soit plus présent quand même, ça m'aurait soulagé parfois. C'est que d'un côté, j'ai écrit. Et écrit des morceaux, des noyaux. On pourrait dire des noyaux de chapitres. En reculant après, en les relisant, je dis oui, ça appartient à tel, par exemple, la question du rôle des symboles pour le lecteur, du rôle guidant, d'orientation des symboles. Je parle des symboles au sens de Gilbert Durand, des symboles des constellations symboliques, comme on dit, constellations dans le ciel. Donc, par exemple, ça appartient à ce chapitre-là. Et donc, il y a des chapitres qui sont dessinés comme ça, parce que j'écrivais un paquet de pages et que je me rendais compte que ça constituait un noyau autour, par exemple, du rôle du symbole dans les tentatives du lecteur pour organiser le sens. Et puis, par exemple. Ou alors, par exemple, que ça constitue un noyau de page autour de la prégnance des lieux communs du lecteur, de ma propre culture, Des lieux communs, par exemple, après la pluie, le beau temps, c'est un lieu commun très important, qui fonde l'optimisme, par exemple. Après la pluie, le beau temps, mais la pluie, beau temps, soleil, c'est lié aussi au symbole. Mais quel est le rôle des lieux communs dans la manière dont le lecteur reçoit le texte, dont je reçois le texte, et dans quelle mesure ces lieux communs font-ils obstacle au texte de Rulfo? Parce que précisément, le poète, lui, il bouscule les lieux communs, il les fracture. Et donc, d'où le sentiment d'égarement qu'il peut provoquer, ce qui est le cas chez Rulfo. Donc, quel est le rôle d'obstacle des lieux communs et dans quelle mesure qu'est-ce que j'en fais comme lecteur? Qu'en fait le lecteur? Qu'est-ce que j'en fais comme lecteur, par exemple? Et donc, ont émergé des pôles comme ça, qui étaient destinés à devenir des chapitres. Et puis, donc c'est après coup que j'ai organisé ces différents, un peu comme un musicien qui, même pas, non, la comparaison n'est pas bonne en fait. Non, je ne sais pas, point de besoin de comparaison, mais c'est ensuite que j'ai disposé, donc un travail de composition, pour disposer, comme une mosaïque en somme, comme une mosaïque pour disposer ces paquets, et puis ensuite le choix d'un rythme et d'un style. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que c'était important pour moi de montrer
sur le texte comment je lisais. Donc, des très longues citations, enfin, pas toujours très longues, mais des citations abondantes, et puis précédées de critères de choix et suivi d'un commentaire mot à mot, virgule par virgule parfois, pour montrer comment je traite cette matière, un peu comme on ferait avec une caméra, si on approchait la caméra du pétrin au travail de boulanger, pour voir ses mains, quels sont les mouvements qu'elle fait sur la pâte. C'est-à-dire, voilà une citation, et comment je reçois ça, comment ça change de phrase en phrase. Comment la phrase suivante, d'ailleurs, aussi ce caractère récessif, c'est-à-dire comment ma compréhension de la phrase suivante change ma compréhension de la phrase précédente, par exemple. Et donc, à la fois une composition a posteriori de noyaux disposés pour faire des chapitres, et puis en même temps un style de travail au plus près du mot, de la ponctuation, du texte, voilà, avec beaucoup de citations. Oui, c'est des micro-lectures. Tu l'as dit toi-même, tu as mis les mains dans le pétrin et allé voir comment tout cela fonctionne. C'est de l'analyse textuelle au sens noble du terme, en somme. Voilà. Écoute, François, je te remercie. Mais avec un va-et-vient entre l'analyse textuelle et la théorisation. Bien sûr. De toute façon, pour faire une bonne analyse textuelle sans théorisation, c'est les cheveux au vent en haut de la colline et c'est mais monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Enfin, ça n'a pas beaucoup de pertinence. Donc, écoute François, je te remercie beaucoup de cet entretien intéressant et généreux et globalement d'avoir accepté de participer à ce projet de mémoire collective de l'hispanisme. Merci beaucoup.